donc ne cesse de se développer et j'arrive. Donc, moi j'ai 11 hectares de vignes, 3 en blanc et 8 en rouge, sur 4 villages avec 28 parcelles. Donc c'était juste, là, je vous disais juste ça pour dire qu'on va pas voir toutes les vignes. Ah, on oui, va avoir d'accord, quelques parcelles, parce qu'en fait tous mes vins sont les vins d'assemblage, quoi. Voilà. Alors c'est une richesse parce que du coup, forcément c'est des terroirs différents, donc pour moi je m'accroche. Ça amène toujours un peu de complexité. Mais alors attends, donc 2007 c'est la reprise. Voilà. Donc 2007 il y avait 5 hectares. 5 hectares. Et maintenant j'en ai 11. Maintenant t'en as 11. Voilà, surtout les vignes que j'ai repris en location en fait. D'accord. Ouais, alors vous allez voir que moi et 3 hectares, je suis pratiquement un des plus gros vignerons de la côte en blanc, alors qu'après-guerre c'était 95% en blanc et 5% en rouge, tout s'est arraché. Et donc c'est sûr que moi mes parcelles de blanc elles sont toujours isolées par mes celles de rouge. Pour moi les terroirs les plus intéressants sur la côte là on est sur la route des vins, donc c'est une route qui est parallèle au coteau là, il y a toujours 300-400 mètres, tu vois les endroits, et tous ces terroirs de gauche là, pour moi c'est les terroirs les plus intéressants pour rouge et blanc. Juste ça, c'est une des vignes qui dans lequel pour Château Yvonne. Ça c'est Yvonne Blanc. C'est Yvonne Blanc. Ouais, c'est Yvonne Blanc bien sûr. Donc si tu veux, en termes de taille, avant ici sur la côte, l'usage c'était de faire une guyot simple comme pour les rouges. Et en fait, le problème de la guyot simple, c'est qu'on a tendance à avoir des grosses grappes. Ouais, des grosses productivités en extrémité de bête. Ouais, exactement. Donc du coup, moi je suis passé à un guyot double. Alors j'éborne quand même, hein, tu vois, par exemple, là on voit bien, là j'ai gardé l'œil, là par contre, tu vois, j'en ai éborgné un ici. Là j'ai gardé, là j'ai éborgné, de manière à étirer un peu, de manière à avoir une végétation aérée. Et quand même, on va pas trop loin, c'est-à-dire qu'on diminue cet effet d'acrotonie, même si c'est toujours là. Ouais. Voilà. C'est des vignes de quel âge Côté planté dans les années 50, donc on compte 50 ans maintenant. Mais déjà sur SO4, c'est parmi les premières. Ouais, voilà. Exactement. Manquant, c'est l'ESCA ou quoi? L'ESCA, ouais, parce que ce qui a expliqué notamment le basculement du Chenin vers le Cabernet Franc, il y avait les ventes de Cabernet qui allaient bien, et puis également le Chenin, c'est un cépage qui est très très fragile. Donc en fait, le Cabernet se vendait mieux, il y avait moins de pertes, de mortalité au niveau des cèpes, donc les gens ont basculé vers le Cabernet très très rapidement. Alors, il y a un courant c'est François Dalle, qui est un gars du Sancerrois, un technicien sancerrois, et qui a remis à jour la taille Guyot Poulsard. Poulsard, c'était un technicien viticole du début du XXe siècle, donc il y a rien de nouveau. Et donc moi, depuis cette année, je taille comme ça. Donc l'idée, en fait, c'est de respecter les courants de sève, d'éviter en fait que quand on suit le courant par exemple, là, ça parle bien avec l'écorce, là. Tu vois, là, on a ça, et là, il y a eu un revirement, là. Et ça, à chaque fois que tu fais des revirements comme ça, et ben du coup, il faut imaginer qu'il y a une partie qui est nécrosée. Donc tu diminues en fait le courant de sève qui passe. Et donc ça fait qu'à terme, tu peux avoir un bras qui est complètement nécrosé. Et lui, il a étudié qu'au bout de 7 ou 8 inversions comme ça, il y a très peu de chances que ce bras-là survive, par exemple. Donc ça veut dire que chaque année, il faut être très vigilant à ça, parce qu'une vigne qui a 40-50 ans, il y a des chances qu'il y ait plusieurs inversions déjà de faire. Oui, d'accord. Et les SCA, donc... serait favorisé par ça. Et au départ, moi je voulais me mettre à mon compte, quoi. J'avais pas forcément envie de travailler dans le vin. Puis c'est en voyant où est-ce que j'avais le plus d'atouts, qu'est-ce qui m'intéressait le plus, que je suis revenu dans le vin. Parce que bon, je suis fils de vigneron, hein, donc bon voilà, j'avais quand même des bases. Et c'est vrai que c'est un métier qui est extraordinaire. Pouvoir commencer de la vigne, là, comme on le fait, et puis après aller jusqu'au vin qu'on déguste, c'est extra. C'est bon? J'ai tout. Donc 2010, alors 2010 c'est un millésime qui n'était pas facile, hein, en fait, parce qu'on a eu une très bonne saison. On a eu début octobre des fortes pluies, un lundi il est tombé 30 mm de mémoire. Et donc du coup les chenins ils ont changé d'allure en 2 jours. Donc ça a été des vendanges assez rapides en 2010.
Donc du coup, alors il y a même des parcelles que j'ai ramassées pourri plein dans les stades de Chenin. Moi, je cherche plutôt les jolis raisins dorés. C'est avant le stade pourriture noble ou pourriture grise. Les raisins, ils gonflent et ils prennent une teinte violette, quoi. Donc il y a des parcelles comme les Trésolières, auxquelles je pense, Château-Gaillard, on dit tout à l'heure. Il y avait beaucoup de raisins qui avaient pris cet aspect-là. Donc j'étais un petit peu inquiet, j'avais peur de perdre un petit peu. Souvent quand on est là, on va un petit peu vers les arômes plus exotiques, on a un peu moins d'acidité, un peu moins de fraîcheur. Et puis, en fait, 2010, c'est vraiment le millésime des équilibres. Je trouve que très vite, ça a bien goûté. Et je trouve qu'en termes d'équilibre, depuis 10 ans, en termes de maturité et d'acidité, je trouve que c'est une des plus belles réussites en blanc qu'on ait fait depuis longtemps. Ouais. Pourri plein, c'est... Donc, c'est-à-dire, il faut imaginer un raisin violet. D'accord, ok, ça s'appelle pourri plein. Voilà, c'est le stade d'évolution du Chenin, ouais. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était un stade de maturité, là, le violet. Ouais, alors, en fait, tu l'associes toi au... Bah en fait, c'est la dénomination. C'est pour, je pense que ça s'appelle pourri plein. C'est vraiment pour dire que c'est la dernière étape avant que le raisin il aille dans un sens ou dans l'autre. Alors, lorsque ça se passe bien, comme là après, on a eu une très belle météo. En fait, ce qui était pourri plein, après c'est resté comme ça. Le raisin se sont reconcentrés et on est passé à la pourriture noble. Ouais. Donc en fait, c'est resté joli, quoi. Ouais. Mais bon, on sait pas sûr comment le temps va évoluer. C'est ça. C'est toujours facile d'analyser les choses après. Donc on fait un tri très important avant la montée des raisins dans le pressoir. Donc surtout la pourriture grise. Sur table, ouais, sur table, voilà. Et par contre où j'ai beaucoup évolué, c'est que auparavant j'étais intransigeant sur les grappes qui n'avaient pas atteint la maturité. Voilà. Et aujourd'hui, plus ça va, plus en fait je laisse l'équilibre global, parce qu'en fait on a des raisins qui vont à la pourriture noble, donc ça veut dire des raisins très concentrés, très forts en alcool, avec peu d'acidité, et donc les grappes avec des raisins plus verts, en fait à l'ensemble ça ramène de l'acidité, de la fraîcheur. Alors quand on croque le raisin tout seul, ça devient, c'est terrible parce qu'on a quand même l'acide tartrique qui est là, on a un côté très pomme verte, citron vert même. Et mais en fait sur l'ensemble c'est très important. Donc ça c'est des choses qui arrivent avec le temps. Ouais, avec l'expérience. Ouais. Au début on a peur de tous ces petits. C'est pas des grappillons encore, mais enfin c'est comment ça s'appelle la deuxième. L'épaule. Ça repousse après. Ah oui, les grappillons. Ouais, moi j'ai pas ça. C'est pas aussi vert que ça, mais c'est vrai que ça fait peur, on les enlève et puis finalement. Et puis finalement, sur l'ensemble, c'est important. Et c'est vrai que c'est la grande difficulté du Chenin, c'est autant le Cabernet, on a toujours des maturités très homogènes. C'est-à-dire une parcelle, vous avez vu un cep, vous avez vu toute la parcelle. Les Chenins, même sur un cep, on va avoir des grappes qui sont parfaites, qui sont pas mûres, d'autres qui commencent à évoluer. Donc l'arbitrage pour aller vendanger, c'est toujours un casse-tête. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de suivi chez les vignerons sur quand aller vendanger. Moi, dès que j'ai des copains qui partent, je vais les voir, on déguste ensemble et tout. Ça donne une bonne idée d'où on en est et tout ça. Ouais. Parce qu'on a toujours beaucoup de mal jusqu'à la vendange à savoir où on en est vraiment, quoi. Voilà. Après, moi, autant sur la Malo, en tant que vinificateur, c'est vraiment quelque chose où je donne beaucoup de latitude au vin. Voilà, elle se fait pas. Autant par contre, je mets tout en œuvre pour que la fermentation aille le plus loin possible. Voilà. Je suis toujours à moins de 3 grammes. Quoi. Donc, et ça, pour moi, c'est la base de tout. 1, par rapport à l'équilibre du vin final. Et 2, voilà, pour avoir à intervenir le moins possible. Parce que dès qu'on dépasse les 4-5 grammes, ça veut dire voilà, faut être très très vigilant sur les vins. Quoi. Mais ça lui va pas mal. Ouais, ça lui va pas mal. On sent qu'il est riche. Hein. Parce que il y a quand même, c'est un vin qui a un pH de 3 litres, donc c'est quand même des pH très faibles. Quoi. Mais bon, il y a un volume de vin qui fait que finalement cette acidité, ça lui sied, ça porte le vin en fait. Moi, je savais qu'il y avait une nouveau européen qui... Ah mais bien sûr je sais, mais en fait moi je vends surtout en France, et en France les gens ce qu'ils comprennent c'est AB. Voilà. AB c'est bio. Après le logopérin avec la feuille, avec les étoiles, il n'y a personne qui connaît. Et tu vas être obligé de changer ou non, c'est qu'en fait tu peux avoir les deux. Ah ouais.
sur l'étiquette. Moi, je faisais déjà des tisanes, tisanes d'ortie, décoction de prêle, purin d'ortie. Donc, j'avais déjà une démarche travail des plantes, quoi. T'as commencé quand la biodynamie? Et c'est le premier millésime où là, je fais des préparations dynamisées. Ah oui. Voilà. Avant, je n'utilisais pas parce que j'avais une grosse barrière psychologique. C'est franchement, quand on vous explique la biodynamie la première fois, vous reculez. Enfin, moi, j'ai reculé. Le dynamisateur d'eau, là. Alors, le dynamiseur, ça, c'est une des choses qui m'a fait basculer parce que j'étais là entre l'eau de début de dynamisation et l'eau de fin, donc là, c'est la préparation. C'est pas la même eau, c'est incroyable. Enfin, en termes de structure, c'est pas du tout pareil, quoi. Quand vous la mettez dans les mains. Non, mais dans les mains. Ah, tu la mets, elle est plus grasse. Ouais, il y a un côté un peu plus huileux, oui, c'est curieux. Ah ouais. Ah ouais, quand on dit que le chaos, ça déstructure l'eau, ça c'est assez bluffant. Et puis, moi j'ai eu la chance de faire une formation avec Pierre Masson, qui est vraiment le chantre de la biodynamie. Et moi, ce gars-là, il m'a plu parce que la biodynamie, moi j'avais une image un petit peu occulte, gourou et tout ça. Et lui, en fait, c'est un mec qui est ingénieur agro, qui a une approche très pratique, quoi. À un moment, il dit, le calendrier, par exemple, il y avait beaucoup de choses qui me gênaient, moi. Et lui, quand même, il dit, le calendrier, c'est bien, mais au moment, si pour aller dans vos vignes, le beau moment, c'est là parce que le temps s'y prête, faut y aller. Faut pas attendre que ce soit dans 2 jours le calendrier, machin. Donc voilà, moi ça m'a plu ce côté pratique, parce que quand même on est des vignerons, on travaille la terre quand même, faut garder ce sens-là, quoi, hein, faut pas non plus ce sens très pratique. Et puis des essais qui ont été faits avec les biodynamiques qui sont bluffants. Donc comme quoi là chez toi que lui a fait. Alors que moi je vais commencer cette année et du coup je vais me faire des petites parcelles témoins histoire de quand même d'aller au bout de ça. Mais il y a notamment la préparation, la 501 qui est à base de silice. Et après la 501, on voit les vignes, il y a des vignes qui sont normales, donc les rameaux ils ont tendance avec le poids petit à petit à s'étaler comme ça. Avec la 501, il y a un gain de verticalité et on voit les feuilles qui vont vers le haut, mais c'est bluffant. Moi j'ai jamais vu des vignes comme ça, quoi. Cet appel vers le soleil là. Et alors la formation, ça m'a fait rire. Il y avait Pierre Masson qui nous montrait des photos et il était là. Regardez la verticalité. Et moi, cette image-là, je l'ai gardée. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose, quoi. Enfin, il y a des choses super intéressantes à puiser là-dessus. Donc, on est 4 vignerons de l'appellation, là, à avoir. En plus, du coup, on fait ça ensemble. Il y a un côté un peu émulation, voilà. Du coup, on va changer sur des pratiques. Donc, je trouve ça c'est bien. C'est bien. Alors après, je vais vous faire goûter les 2 composantes d'Yvonne. Alors, la première, c'est la grande vignole. Ah oui, tu n'existes pas. La grande vignole, ouais, c'est vraiment un de mes plus beaux terroirs. Une jeune vigne, hein, une vigne qui était plantée en 99, mais un terroir magnifique, quoi. Donc là, c'est vraiment l'essentiel d'Yvonne, quoi. Déguste. Ah là, c'est ce qui donne la tension à Yvonne, la grande vignole. Enfin, tout, en fait, ça donne tout, parce que c'est tendu, c'est mûr. Et là, mal au fait, hein. Mal au fait. Ah ouais. Donc c'est bien, hein. Ah ouais. C'est bien. Léna, franchement. On n'a pas... Rendez-vous au Flying Dinner, alors. Rendez-vous au Flying Dinner. Ça, c'est une vraie conclusion. Ah bah c'est bien, ça.